Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvipérinéologie du 8 mai 2026, proposée par Erwan Le Rumeur, kinésithérapeute à Paris. Cette semaine, notre veille a remonté 170 articles. Voici notre sélection. Vous trouverez la liste complète des références en description. Au sommaire aujourd'hui, les immanquables avec une méta-analyse sur l'endométriose et la douleur, un essai contrôlé sur la toxine botulique dans la vestibulodynie provoquée, une revue sur les symptômes urinaires dans la maladie de Parkinson, et un essai en proctologie sur l'hémorroïdectomie associée à la sclérothérapie. Ensuite, le journal thématique portera sur ce qui modifie concrètement notre raisonnement clinique. Douleurs pelviennes, continence, troubles anorectaux, sexualité, postpartum, outils diagnostiques et technologies émergentes. Nous terminerons par quelques brèves plus légères autour de l'intelligence artificielle, du microbiome vulvaire et de quelques signaux faibles à surveiller. Ce contenu est informatif, il ne remplace pas la lecture critique des articles, ni l'avis médical ou chirurgical lorsqu'il est nécessaire. À la une slash les immanquables. Premier immanquable, la méta-analyse publiée dans le Journal of Minimally Invasive Gynecology par Alves et Al. Elle porte sur le lien entre le stade de l'endométriose et l'intensité des plaintes. La question est ancienne, mais reste très pratique. Une maladie anatomiquement plus avancée signifie-t-elle forcément plus de douleur? Les auteurs ont repris les études reliant les classifications RAS, RM ou NZIAN aux symptômes douloureux, dysménorrhée, dyspareunie, dyschésie, dysurie et douleurs pelviennes chroniques. Le résultat principal est clair. L'intensité douloureuse ne suit pas simplement le stade RAS-RM. Des douleurs sévères peuvent exister dans des formes classées précoces. À l'inverse, une maladie anatomiquement avancée ne signifie pas automatiquement une douleur plus forte. Dans les données analysées, la dysménorrhée ressort comme le symptôme le plus intense. La dysurie apparaît moins intense en moyenne. La douleur pelvienne chronique semble, elle, plus fréquente dans les stades avancés. Pour le kinésithérapeute, le point utile est précis. Il faut distinguer sévérité anatomique, mécanisme nociceptif, sensibilisation, retentissement fonctionnel, stratégie d'évitement, mobilité pelvienne, symptômes urinaires et symptômes digestifs. Le stade oriente la discussion. Il ne classe pas, à lui seul, la douleur de la patiente. Deuxième immanquable, l'essai randomisé en double aveugle publié dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology par Pelletier et al. Il porte sur les injections de toxines botuliques guidées par électromyographie dans la vestibulodynie provoquée. 60 patientes ont été randomisées entre une injection d'onabotulinum toxina et un placebo dans les muscles périnéaux superficiels avec guidage électromyographique. Les critères suivis étaient la douleur, la qualité de vie et la fonction sexuelle à 3 et 6 mois. À 3 mois, la douleur diminue davantage dans le groupe traité. La qualité de vie est aussi meilleure à 3 et 6 mois. Certains items de fonction sexuelle, notamment la satisfaction et le désir, sont également meilleurs dans le groupe toxine. Ce papier teste directement une hypothèse musculaire dans la vestibulodynie. Il ne dit pas que toute vestibulodynie est musculaire. Il suggère qu'un sous-groupe de patientes avec hypertonie ou dysfonction musculaire objectivable peut répondre à une intervention ciblée. Pour la pratique kiné, le message est double. L'évaluation musculaire reste pertinente. Et lorsque la rééducation seule ne suffit pas, une discussion médicale autour d'options ciblées peut être justifiée. Troisième immanquable, la revue systématique et méta-analyse publiée dans European Urology Open Science par Otsuka et al. Elle concerne les interventions non pharmacologiques et non chirurgicales dans les symptômes du bas appareil urinaire liés à la maladie de Parkinson. Les auteurs incluent 16 études, dont 13 essais randomisés. Le signal le plus constant concerne une réduction modeste des épisodes d'incontinence urinaire sur 24 heures. Les résultats sont plus incertains pour l'urgence, pour les scores de gènes, la fréquence mictionnelle ou la qualité de vie urinaire. Le résultat n'est pas spectaculaire, mais il est utile. Chez les patients parkinsoniens, les symptômes urinaires sont fréquents, complexes et rarement purement périphériques. Les objectifs réalistes sont plutôt réduire certains épisodes de fuite, améliorer les stratégies comportementales, adapter les horaires, limiter la gêne, sécuriser les déplacements et tenir compte des fluctuations motrices ou cognitives. Quatrième immanquable, l'essai randomisé publié dans Diseases of the Colon and Rectum par Yin et al. Il étudie l'hémorroïdectomie de Milligan Morgan associée à une sclérothérapie par mousse de polydocanol à 3% dans les hémorroïdes de grade 4. L'étude est assez petite, monocentrique et ouverte, 36 patients seulement. Mais les critères sont intéressants pour la récupération fonctionnelle. Délai de retour aux activités, douleur, saignement, utilisation dentalgique, score de symptômes, score de VZ pour l'incontinence et satisfaction. Le groupe avec sclérothérapie associée reprend les activités plus tôt, avec environ 6 jours de différence.
Le saignement post-opératoire et l'usage d'antalgiques sont plus faibles. Aucun événement indésirable majeur n'est de rapporté. Ce papier ne change pas, à lui seul, les indications chirurgicales. Mais il rappelle que la réussite chirurgicale ne suffit pas à décrire la récupération. Le délai de reprise, la douleur, les symptômes anaux, la continence et la peur d'aller à la selle sont des critères fonctionnels à suivre. Journal thématique. Douleurs pelviennes, endométriose et traitements conservateurs. La semaine est riche en endométriose, mais la qualité des études est hétérogène. Van Haps et Ali, dans European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, proposent une procédure Edelphi néerlandaise pour standardiser la prise en charge médicamenteuse de la douleur dans l'endométriose. Ce n'est pas un essai randomisé, mais un consensus d'experts. L'intérêt est de proposer une progression thérapeutique structurée. Les auteurs évoquent notamment les antidépresseurs tricycliques lorsque la douleur neuropathique est suspectée, les antagonistes muscariniques dans l'endométriose vésicale, les inhibiteurs de COX-2 et certaines mesures digestives. Pour nous, d'aigle l'intérêt, enfin, n'est certes, on n'a pas de prescrire ces traitements. Il est de mieux comprendre la logique médicale autour de ces patientes. Lorsqu'une douleur devient neuropathique, lorsque les symptômes digestifs influencent les douleurs ou lorsque la vessie est impliquée, la rééducation doit s'appuyer sur un raisonnement plus précis que le simple relâchement périnéal. Lee et Ali publient une étude prospective pré-post sur l'usage du TENS pendant les poussées douloureuses d'endométriose. L'étude n'est pas contrôlée, donc le niveau de preuve est faible. Le score de douleur diminue, mais sans signal suffisamment robuste sur le critère principal. En revanche, la qualité de vie mesurée par l'EHP30 s'améliore et la consommation d'ibuprofène baisse. Ce papier ne prouve pas que le TENS traite l'endométriose, il suggère qu'un outil simple, utilisé pendant les crises douloureuses, pourrait aider certaines patientes à mieux traverser les épisodes et à réduire ponctuellement le recours aux antalgiques. En pratique, il faut surtout formaliser les paramètres, les indications, les contre-indications et les critères de réponse. Piriev et Ali, dans In Vivo, comparent le fardeau symptomatique de l'adénomiose isolée avec celui de l'endométriose péritonéale ou profonde. C'est une étude rétrospective, donc prudence. Mais le message est utile. L'adénomiose isolée peut produire un fardeau douloureux comparable à celui de certaines formes d'endométriose. Dysménorrhée, douleurs pelviennes chroniques, dyspareunie et symptômes digestifs sont fréquents. En consultation, cela rappelle qu'une patiente avec douleurs pelviennes cycliques, dyspareunie et retentissement fonctionnel ne relève pas automatiquement d'une lecture binaire, endométriose profonde visible ou douleur inexpliquée. L'adénomiose doit rester dans le paysage clinique. Le rôle du kinésithérapeute est de repérer les profils et d'orienter si nécessaire. De Blasio et Ali, dans Acta Psychologica, explorent même les modifications de EEG de repos après 8 semaines d'acupuncture chez des femmes avec endométriose et douleurs pelviennes chroniques. L'étude est petite, sans groupe contrôle exploitable. Elle ne permet donc pas de conclure sur l'effet spécifique de l'acupuncture. En revanche, elle suggère que certains marqueurs EEG, notamment autour des bandes alpha, pourraient être associés à la sévérité de la douleur. C'est un signal de recherche, pas un changement de pratique immédiat. Vessie, continence et rééducation. Lee et Al, dans International Journal of Gynecology and Obstetrics, publient une méta-analyse sur la stimulation magnétique dans l'incontinence urinaire d'effort féminine. 17 études et 1389 patientes sont incluses. Les résultats vont dans le sens d'une amélioration de l'incontinence, de la qualité de vie, du pas de test d'une heure, de la pression de clôture urétrale maximale et de certains signaux électromyographiques rapides du plancher pelvien. En revanche, la force musculaire périnéale et le pas de test de 24 heures ne s'améliorent pas clairement. Le point intéressant est le suivant. Une technique, elle peut améliorer certains marqueurs liés à la continence sans augmenter franchement la force musculaire volontaire. Si l'objectif est la réduction des fuites ou l'amélioration de la qualité de vie, la mesure de force seule ne suffit pas. Si l'objectif est la performance contractile volontaire, la stimulation magnétique n'est pas forcément la réponse centrale. Chen et Zhang, dans International Urogynecology Journal, publient une méta-analyse sur le PFMT dans l'incontinence urinaire postpartum. 19 essais randomisés sont inclus. Le PFMT améliore la force et l'endurance du plancher pelvien. En revanche, l'effet direct sur l'incidence de l'incontinence et la qualité de vie est moins certain. Les programmes supervisés de plus de 8 semaines semblent plus efficaces pour améliorer la force. Le message est de pratique, le PFMT postpartum reste défendable, mais les attentes doivent être claires. Améliorer la fonction musculaire ne signifie pas résoudre automatiquement tous les symptômes. Il faut tenir compte du délai postpartum, de l'allaitement, de la fatigue, de la douleur, du type de fuite, de la charge d'entraînement et de l'adhésion.
Sanchez-Martin et Ali, dans American Journal of Obstetrics and Gynecology, proposent une méta-analyse observationnelle sur activité physique, sédentarité et incontinence urinaire chez les femmes adultes. Plus de 295 000 femmes sont incluses dans la synthèse qualitative. Les niveaux plus élevés d'activité physique sont associés à une probabilité plus faible d'incontinence urinaire en transversale et en longitudinale. La sédentarité n'est pas clairement associée dans les analyses disponibles. Ce sont des données observationnelles. On ne peut donc pas affirmer que augmenter l'activité physique en fait corrige l'incontinence. Mais l'article aide à sortir d'un discours trop restrictif. L'activité physique n'est pas automatiquement l'ennemi du périnée. L'enjeu est souvent d'adapter l'activité plutôt que de l'interdire. Wang et Ali, dans The Journal of Urology, comparent séquence l'électromyographie de surface par patch et l'électromyographie à l'aiguille pour évaluer la fonction du sphincter urinaire chez l'enfant pendant un bilan urodynamique. La concordance est faible. Dans plusieurs cas, le patch donne une impression de dysynergie alors que l'EMG à l'aiguille montre une synergie. La sensibilité et la spécificité du patch pour détecter la dysynergie sont limitées. Les outils de mesure ne sont donc pas interchangeables. En pédiatrie urologique, lorsqu'une décision importante dépend de la coordination des trusors sphincter, le MG de surface peut être insuffisant. Pour le kiné, cela rappelle qu'un signal EMG de surface doit toujours être interprété avec prudence. Zimmerman et Ali, dans Urologie, résument la mise à jour allemande S, 2 cas sur la cystite interstitielle et le bladder pain syndrome. L'article confirme la place de la rééducation dans une stratégie structurée pour les douleurs vésicales chroniques. Le point pratique, c'est de ne pas réduire l'ICBPS à une vessie hypersensible ni à un périnée tendu. Les tableaux sont variables et le traitement doit être gradué selon les symptômes dominants. Côté masculin, Velasquez et Ali, dans Urologic Oncology, analysent que des données réelles comparant l'ablation focale de prostate à la prostatectomie radicale, la radiothérapie externe et la surveillance dans le cancer localisé. L'ablation est associée à moins de dysfonction érectile précoce et moins d'incontinence précoce que la prostatectomie radicale, mais à plus de rétention urinaire. En revanche, la survie sans échec à 5 ans est plus basse que pour la prostatectomie ou la radiothérapie. Pour un journal de pelvipérinéologie, l'intérêt est surtout fonctionnel. Les patients comparent en un peu souvent les traitements selon la continence et la sexualité. Ces critères comptent, mais ils ne peuvent pas être séparés du contrôle oncologique. Anorectal, constipation, fistule et biofeedback. Si Eli publie dans Academic Radiology une méta-analyse comparant l'échographie endoanale 3D et l'IRM dans la classification des fistules anales. 32 études et plus de 4000 cas sont inclus. L'échographie endoanale 3D présente de bonnes performances pour les fistules intersphinctériennes et transsphinctériennes, mais des performances plus faibles pour les formes suprasphinctériennes ou extrasphinctériennes. L'IRM avec contraste obtient les meilleures performances globales dans les formes complexes. Ce papier aide à comprendre les parcours. Avant une chirurgie de fistule, la cartographie est essentielle pour limiter le risque sphinctérien. En post-opératoire, si douleur, suppuration, récidive ou trouble de continence apparaît, savoir quel examen a été fait et ce qu'il montrait aide à dialoguer avec le chirurgien. Omak et Ali, dans Colorectal Disease, évaluent un biofeedback anal à domicile chez 24 patients avec 10 synergies défécatoires. C'est une étude pilote prospective sans groupe contrôle. Les résultats montrent une amélioration importante du score d'obstruction défécatoire et de la qualité de vie constipation après 12 semaines. 75% des patients atteignent une amélioration clinique selon le score ODS. Le niveau de preuve est faible, mais le sujet est concret. Le biofeedback à domicile pourrait réduire les barrières d'accès, coûts, déplacement, gêne, disponibilité. Mais avant d'en faire une solution de première ligne, il faudra vérifier la sélection des patients, l'apprentissage initial, l'observance, la sécurité et la qualité des consignes. Denyan Mote et Al, dans Annals of African Medicine, évaluent que la manométrie anorectale haute résolution dans la détection de la dysynergie défécatoire chez des patients constipés chroniques résistants aux mesures classiques. 102 patients sont inclus. La manométrie retrouve une dysynergie chez environ 3 quarts des participants, avec une forte sensibilité et spécificité par rapport au test d'expulsion du ballonnet. L'intérêt clinique c'est net. Chez un patient constipé chronique, surtout en échec de laxatif et de conseils hygiéno-diététiques, il faut penser trouble de l'évacuation. La constipation n'est pas toujours une question de transit lent. Le bilan fonctionnel peut changer le traitement. Bigliardi et Ali, dans Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, étudient la neurostimulation sacrée transcutanée chez des enfants avec incontinence fécale dans des contextes de constipation fonctionnelle réfractaire, myéloméningocèle ou malformation anorectale. 42 patients reçoivent 12 séances hebdomadaires de 30 minutes avec électrode cutanée en regard de S2 à S4. Après traitement, une continence complète était rapportée chez 57% des patients, une continence partielle chez 26% et aucune amélioration chez 17%. C'est une cohorte prospective quasi expérimentale, pas un essai contrôlé.
Le point à retenir n'est pas que la neurostimulation fonctionne chez tous. Le point, c'est qu'une modalité non invasive pourrait compléter le traitement de l'incontinence fécale réfractaire à condition d'être intégrée à une évaluation anorectale solide. Sexualité, dyspareunie, ménopause et postpartum. Strandberg et Ali, dans Maturitas, comparent s'apparente la DHEA vaginale et l'estradiol vaginal dans la dyspareunie liée à l'atrophie vulvovaginale chez des femmes ménopausées. 172 femmes sont randomisées. Les deux groupes s'améliorent. En fait, la DHEA semble avoir un avantage sur la dyspareunie, surtout dans les formes sévères, tandis que l'estradiol améliore davantage certains signes cliniques et objectifs d'atrophie. Pour le kiné, l'intérêt est simple. Toutes les dyspareunies post-ménopausiques ne relèvent pas d'un seul mécanisme. Il faut distinguer la trophicité, la douleur, la peur, l'activité musculaire, la lubrification, la sensibilité et les facteurs hormonaux. Salmeri et Ali, dans Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, examinent l'impact des contraceptifs oraux combinés et des progestatifs sur le bien-être psychologique et sexuel des femmes avec endométriose. Les auteurs ne retrouvent pas de signal cohérent d'aggravation psychologique ou sexuelle sous ces traitements, surtout lorsque la douleur est contrôlée. Waïd et Ali, dans Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, publient une revue systématique sur les œstrogènes vaginaux topiques dans le postpartum. Seulement 3 études se sont incluses, avec 85 femmes au total. Quelques signaux suggèrent une amélioration de signes d'atrophie ou de prolifération cellulaire, avec une acceptabilité correcte et pas de signal grave rapporté. En revanche, il n'y a pas de preuves solides sur les fonctions urinaires, digestives ou sexuelles. Ross, Chaubeiri et Espugnapons publient dans International Urogynecology Journal une revue narrative sur le rôle de l'échographie dans le suivi des lésions obstétricales du sphincter anal. Les auteurs rappellent enfin fait que les OASI sont un facteur majeur d'incontinence anale postpartum. Après une lésion sphinctérienne obstétricale, l'évaluation ne doit pas se limiter à l'aspect de la cicatrice. Les symptômes, la qualité de la réparation, les défauts résiduels et le projet de grossesse suivante peuvent être modifier la conduite à tenir. Gondim et Ali, dans International Journal of Gynecology and Obstetrics, testent une seule application de photobiomodulation sur la douleur périnéale immédiate du postpartum. Les deux groupes améliorent leur douleur, mais la photobiomodulation n'est pas supérieure au placebo avec les paramètres utilisés. Une application unique dans ces conditions ne suffit donc pas à démontrer un bénéfice spécifique. Prolapsus, PCR, chirurgie et outils de suivi. Boom et Ali, dans BGOG, publient une méta-analyse sur les complications liées au greffon biologique et la récidive après sacrocolpopexie mini-invasive avec xénogreffe ou allogreffe. 5 études et 353 patientes sont incluses. Les récidives sont très variables, avec un taux groupé autour de 25,6%. L'exposition de greffons est faible, autour de 0,8%. Le message est important, remplacer un matériau synthétique par du biologique ne règle pas automatiquement l'équation. On peut réduire certaines inquiétudes liées à l'exposition, mais perdre en durabilité. Lo et Ali, dans Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, font le point sur l'expérience taïwanaise des mèches transvaginaux pour prolapsus entre 2004 et 2025. Il faut éviter d'en faire une réhabilitation générale des mèches. Le message utile est plus sobre. La technique ne peut pas être évaluée sans tenir compte du type de mèche, de l'opérateur, de la sélection des patientes, du suivi et des critères fonctionnels. Wu et Ali, dans BMC Women's Health, comparent en cohorte prospective la suspension latérale laparoscopique single port associée à hystérectomie totale ou subtotale dans le prolapsus. La conservation cervicale est associée à un meilleur support apical et à de meilleurs scores de fonction sexuelle à 12 et 24 mois avec un temps opératoire plus court. Mais l'étude n'est pas randomisée. Bonne et Ali, dans The Journal of Obstetrics and Gynecology Research, s'intéressent à l'autogestion du PCR anneau et à son impact sur le succès d'ajustement et la poursuite du traitement. La poursuite d'un PCR ne dépend pas seulement de l'anatomie. Elle dépend aussi de la capacité de la patiente à gérer le dispositif, des symptômes, des effets indésirables et de la qualité de l'ajustement initial. Technologie, IA et données de santé. Lee et Al, dans Diseases of the Colon and Rectum, évaluent l'usage de grands modèles de langage dans le contexte d'un groupe de consensus sur la rectopexie ventrale. ChatGPT 4o, Gemini 1.5 Pro et OpenEvidence sont comparés. OpenEvidence obtient les meilleurs scores d'adéquation du contenu et ne fabrique pas de citations dans cette étude, alors que ChatGPT en fabrique beaucoup. Le message est clair, les modèles de langage peuvent aider à synthétiser, mais le risque de fausse référence n'est pas anecdotique. Pour une veille, une synthèse élégante sans vérification des sources ne suffit pas.
Martini et Ali, dans GMIRAI, évaluent si afin la perception par des gériatres de la qualité, de la pertinence et de la sécurité d'informations patients générées par des grands modèles de langage dans plusieurs conditions gériatriques, dont l'incontinence urinaire. Des patients arrivaient déjà avec des réponses d'EI sur les fuites, les douleurs, les exercices de Kegel ou les traitements. Le problème est la personnalisation, la sécurité et la capacité à repérer les signaux d'alerte. Un autre papier, publié dans Abdominal Radiology, propose un nomogramme de radiomix IRM pour améliorer le diagnostic de rectocèle à partir de données de défécographie par résonance magnétique. Le modèle obtient de bonnes performances internes, mais l'étude est monocentrique, rétrospective et sans validation externe solide. C'est prometteur, mais pas encore utilisable comme outil de pratique courante. Enfin, Monteleone et Ali, dans Microbiome, explore donc le potentiel du mRNA-seq pour mieux comprendre la structure du microbiome et les interactions avec les cellules hôtes dans l'écosystème vulvaire. Ce n'est pas immédiatement applicable au cabinet. Mais cela montre que la compréhension des douleurs, irritations, infections et symptômes vulvaires pourrait évoluer vers des modèles plus fins. Les brèves. Première brève, Yang et al., dans Journal of Women's Health, analyse tente l'association entre boissons sucrées et symptômes de stockage urinaire chez les femmes à partir des données NANES. Après ajustement, la quantité de boissons sucrées n'est pas associée aux symptômes de stockage comme la nocturie ou l'urgenturie. Les facteurs plus constants sont l'âge, l'obésité et la dépression. Deuxième brève, Oishi et al., dans BGOG, s'intéressent à l'exercice supervisé individualisé pendant la grossesse et le postpartum pour les douleurs lombopelviennes. Le sujet est clinique, mais il faudra examiner la méthodologie avant d'en tirer une conduite. Troisième brève, Tremblay et al., dans Journal of Burn Care and Research, décrivent la rééducation périnéale et pelvienne après complications de greffe cutanée génitale chez deux patients masculins après fascite nécrosante ou gangrène de fournier. Le niveau de preuve est très faible, mais le sujet est rare et concret. Conclusion. Cette semaine, le corpus est large mais inégal. Les papiers les plus solides concernent surtout l'endométriose, la vestibulodynie, les symptômes urinaires dans la maladie de Parkinson, l'incontinence féminine, le postpartum et certains sujets chirurgicaux. Le fil utile pour la pratique est le suivant. Ne pas confondre anatomie et symptômes. Ne pas confondre amélioration musculaire et amélioration fonctionnelle. Ne pas confondre outils séduisants et preuves cliniques. Et ne pas interpréter un symptôme pelvien isolément lorsque les données suggèrent des mécanismes plus complexes. Pour le cabinet, une patient des trois messages sont directement actionnables. Mieux mesurer, suivre des critères fonctionnels concrets et rester critique face aux technologies qui arrivent, qu'il s'agisse de stimulation, d'imagerie, de radiomix ou d'intelligence artificielle. Vérifiez toujours les détails méthodologiques avant de changer vos pratiques. Retrouvez les références en description.